J'étais à la tête d'une mission de sauvetage en Irak quand l'hôpital a appelé, votre fille est dans un état critique. L'infirmière a dit, le nouveau mari de votre femme lui a fait du mal. Et l'inspecteur n'agira pas, son frère est le chef de la police, sans savoir qui je suis. Le lendemain matin, l'armée était à leur porte. Vous savez ce qu'on ne vous dit pas sur les zones de guerre? Ce ne sont pas les balles qui vous bousillent. Ce sont ces foutus téléphones. Le mien bourdonnait comme un frelon en colère contre mon gilet en Kevlar alors que j'essayais de guider un gamin terrifié à travers une ruelle qui ressemblait au broyeur à ordures de Dieu en personne. La poussière était si épaisse qu'on pouvait la mâcher, et le souffle des rotors de nos hélicos au-dessus de nos têtes transformait toute la rue en une convention de sablage. Timing parfait pour un appel téléphonique, n'est-ce pas? Le gamin ne devait pas avoir plus de 8 ans, ses petits doigts étaient serrés autour des miens comme si j'étais sa bouée de sauvetage personnelle pour éviter de finir en bouillie sur le trottoir. Ses yeux sombres n'arrêtaient pas de faire des allers-retours entre les décombres et mon visage, se demandant probablement si ce géant américain avec un drôle d'accent allait le faire tuer ou le ramener chez lui. Je penchais pour la deuxième option. Mais bon, la journée ne faisait que commencer. C'est à ce moment-là que mon téléphone satellite a décidé de faire une crise cardiaque contre mes côtes. Maintenant, laissez-moi être parfaitement clair sur une chose, je ne prends jamais d'appel pendant les extractions. Jamais. C'est comme répondre au téléphone pendant une opération à cœur ouvert ou consulter Instagram pendant que votre maison brûle. On ne fait tout simplement pas ça. Mais quelque chose dans mes tripes, cette part de moi qui n'est que de l'ADN pur de père et rien d'autre, m'a poussé à appuyer sur ce bouton vert comme s'il me devait de l'argent. Votre fille est dans un état critique. Juste comme ça. Pas de « bonjour ». Pas de « est-ce le bon moment ?» Aucune introduction en douceur. Juste un coup de masse verbale dans le plexus solaire. La voix de l'infirmière à l'autre bout du fil était effrayée mais assurée, comme si elle avait répété cette conversation dans sa tête pendant des heures. Elle s'appelait Esha Karim, a-elle dit, appelant de l'hôpital pour enfants sains. Gabriel. Même à travers la friture et le son de mon monde en train de s'effondrer, je pouvais dire qu'elle était quelqu'un de sérieux. C'est le nouveau mari de votre ex-femme qui l'a amené, a poursuivi Esha. Et je jure que je pouvais l'entendre choisir chaque mot comme si elle désamorçait une bombe. Il prétend qu'elle est tombée. Les blessures ne correspondent pas à son histoire. J'ai appelé un inspecteur, mais il refuse d'agir. Son frère est le chef de la police. Ma tête a commencé à bourdonner comme si je m'étais tenu trop près d'un engin explosif improvisé, EI. Lily, mon bébé, mon ex-femme Julia, qui avait apparemment décidé de passer à la vitesse supérieure avec un abruti nommé Brent O'Malley pendant que je jouais aux soldats à l'étranger. Et la cerise sur ce gâteau de merde, c'est que le frère du chef de la police était l'inspecteur Karl Mercer, qui pensait apparemment que la justice était facultative quand la famille était impliquée. Avez-vous déjà eu un de ces moments où le temps se divise en deux? Une moitié de moi était encore dans cette ruelle poussiéreuse, tenant ce gamin effrayé, regardant mon équipe avancer vers le point d'extraction comme nous l'avions fait une centaine de fois auparavant. L'autre moitié était déjà dans un avion, déjà dans cette chambre d'hôpital, déjà en train de calculer quelle tête allait devoir tomber. C'est une sensation étrange d'être à deux endroits en même temps. Je ne le recommande pas. Écoutez-moi très attentivement, ai-je dit à l'infirmière Esha, et ma voix est sortie plus assurée que je ne le ressentais. J'ai besoin que vous photographiez tout. Chaque bleu, chaque marque, chaque foutue chose qui ne semble pas normale. Mettez les vêtements de ma fille sous-scellés dans des sacs à preuve. Faites-le dans les règles de l'art. Façon chaîne de possession. Verrouillez ce dossier médical à double tour. Pouvez-vous faire ça pour moi? C'est déjà fait, a-t-elle dit. Et j'aurais pu l'embrasser à travers le téléphone. Je suis infirmière en pédiatrie depuis 12 ans. Je sais à quoi ressemble la maltraitance. Je me suis tourné vers le sergent Léo Drake, mon commandant en second, qui me lançait ce regard, celui qui disait que j'allais faire quelque chose de spectaculairement stupide et qu'il allait devoir nettoyer les dégâts. Léo est un type bien. Un ancien flic de Détroit qui a rejoint l'armée après que son coéquipier se soit fait abattre par un toxico ayant plus de drogue que de cellules grises dans le cerveau. Il comprend qu'il y a des limites qu'on ne franchit pas. Drake, tu prends la tête, ai-je dit, lui tendant le commandement tactique comme si je lui passais une grenade dégoupillée. Exécute le protocole d'extraction. Tout le monde rentre à la maison. Monsieur, vous êtes en train d'enfreindre environ 17 protocoles différents en ce moment, a-t-il dit, mais son ton était plus inquiet qu'insubordonné.
Le commandement va vous bouffer tout cru au petit déjeuner. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé le gamin qui s'accrochait toujours à ma main, puis le chaos qui tourbillonnait autour de nous comme la pire boule à neige du monde. Le protocole n'élève pas mon enfant, sergent. Le protocole ne l'aborde pas le soir, ne l'aide pas avec ses devoirs de maths et ne fait pas fuir les monstres sous son lit. Et le protocole ne va certainement pas empêcher une ordure de poser ses mains sur elle. Drake a hoché la tête une fois. Un vrai militaire. Compris, monsieur. On gère le nettoyage ici. Allez gérer le vôtre. C'est alors que j'ai demandé une faveur qui allait me coûter très cher. Le major Quinton Rod me devait une fière chandelle pour ce pétrin à Kandahar où j'avais sauvé ses fesses d'une fusillade qui aurait dû être son dernier jour sur Terre. Quincy a plus d'influence auprès des hauts gradés qu'un train de marchandises. Et quand je lui ai dit que j'avais besoin d'une permission d'urgence et d'un transport vers les États-Unis, il n'a posé aucune question, il a juste dit, considère que c'est fait. 21 minutes plus tard, nous décollions et je regardais le désert disparaître sous nous comme un mauvais rêve. Mais je ne pensais ni au sable, ni aux insurgés, ni à la mission que nous venions de terminer. Je pensais à 3 noms que j'avais gravés sur ma planchette de vol avec un stylo tactique. Brent O'Malley, l'inspecteur Karl Mercer et le chef Alan Mercer. Voyez-vous, la chose à propos des gars comme moi, c'est que nous ne faisons pas d'éclats émotionnels. Nous ne débarquons pas en hurlant et en distribuant des coups de poing comme des abrutis dans un mauvais film d'action. Ça, c'est pour les amateurs. Quand vous avez passé des années à apprendre comment démanteler des réseaux de criminels qui se croient intouchables, vous développez une approche différente. Vous apprenez à tirer des leviers au lieu d'appuyer sur des gâchettes. Vous apprenez à appliquer la pression à tous les bons endroits jusqu'à ce que toute la structure pourrie s'effondre. Je ne rentrais pas à la maison pour crier, pleurer ou avoir une confrontation dramatique dans un couloir d'hôpital. Je rentrais à la maison pour faire la guerre. Le genre silencieux. Le genre méthodique. Le genre qui commence par des coups de téléphone et de la paperasse, et qui se termine avec des menottes et des combinaisons oranges. Parce que ces clowns avaient fait une erreur de calcul cruciale. Ils pensaient qu'être bien connectés les protégerait. Ils pensaient que leur petit club de garçons fait d'insignes et de faveurs les garderait en sécurité. Ils allaient apprendre la différence entre la politique locale et une intervention fédérale. Ils allaient découvrir qu'il y a des combats qu'on ne peut pas gagner simplement en connaissant les bonnes personnes ou en graissant les bonnes pattes. Et le plus important, ils allaient découvrir ce qui arrive quand on s'en prend à l'enfant d'un soldat. L'avion s'est incliné vers la maison et j'ai commencé à faire ma liste. 21 minutes. C'est le temps qu'il a fallu pour passer d'une ruelle poussiéreuse tenant la main d'un gamin terrifié, à un siège attaché dans un avion de transport militaire filant vers les États-Unis comme s'il avait le feu aux fesses. Dans le monde civil, 21 minutes vous permettent de regarder un épisode de sitcom correct ou d'attendre dans une file particulièrement lente chez Starbucks. Dans mon monde, 21 minutes, c'était assez de temps pour retourner complètement le scénario de tout ce que je croyais savoir sur ma vie. La chaleur qui se dégageait de cette piste rocailleuse donnait l'impression que la réalité faisait une attaque cardiaque, tout ondulé et déformé comme si quelqu'un avait poussé le bouton de contraste de l'univers à fond, jusqu'à ce que tout ait l'air faux. Mais, assis là dans cette soute, regardant le désert se réduire à néant à travers un hublot de la taille d'une assiette, la seule chose qui semblait réelle était cette boule de rage chauffée à blanc, logée dans ma poitrine, telle une braise qui refusait de s'éteindre. Vous savez ce qu'on ne vous dit pas sur les vols d'urgence ? Le silence. Bien sûr, les moteurs hurlent et tout l'oiseau tremble comme s'il allait perdre ses rivets, mais à l'intérieur de votre tête, le silence est de mort. Juste vous et le démon que vous transportez de l'autre côté de l'océan. Le mien avait un nom. En fait, il avait 3 noms, tous gribouillés sur ma planchette de vol avec une écriture qui donnait l'impression que j'avais écrit pendant un tremblement de terre. J'ai sorti mon téléphone crypté, le genre qui rend la NSA fière, et j'ai commencé à taper des messages aux 3 seules personnes sur la planète Terre qui pouvaient m'aider à transformer ce cauchemar. La première était la colonelle Miriam Stone, à la retraite, mon ancienne supérieure hiérarchique, qui avait pratiquement inventé l'art d'obtenir des résultats sans demander la permission à tous les gratte-papiers entre ici et Washington. Myriam a la réputation de pouvoir déplacer des montagnes. Et par montagne, je veux dire des bureaucrates qui pensent que leur travail consiste à se tourner les pouces pendant que des enfants se font du mal. Myriam, ai-je tapé. Faisant court, car les messages cryptés ne sont pas l'endroit pour écrire guerre et paix. Besoin d'une faveur fédérale. Affaire de maltraitance d'enfants. Police locale compromise. Agissons vite.
J'expliquerai quand je poserai le pied à terre. Le deuxième message était pour Raphaël Ortiz. Ce journaliste d'investigation qui traque les affaires de corruption comme un chien de Saint-Hubert avec un diplôme en journalisme. Rafa a cette fâcheuse habitude d'avoir raison sur tout, surtout quand il s'agit de flics qui pensent que leurs insignes les rendent par balle. La rumeur disait qu'il flairait la famille Mercé depuis des années, attendant juste que quelqu'un ouvre la porte assez grand pour qu'il puisse y mettre le pied. Rafa, ai-je tapoté. Tu te souviens de cette histoire sur les Mercé que tu gardes sous le coude? Aujourd'hui, c'est ton matin de Noël. Je t'appelle quand j'atterris. Le troisième message était le plus long, car il s'adressait à Priya de C, et Priya ne fait jamais les choses à moitié. C'est une assistante sociale de la protection de l'enfance qui connaît le système mieux que ceux qui l'ont construit. Chaque faille, chaque point de pression, chaque moyen de faire transpirer les bureaucrates quand ils essaient de glisser un problème sous le tapis. Si vous voulez quelqu'un qui peut naviguer dans les hôpitaux et les salles d'audience comme si elle avait les coordonnées GPS de la justice, Priya est votre femme. Priya, affaire de maltraitance d'enfants en approche. Obstruction potentielle de la part des forces de l'ordre. Besoin de quelqu'un qui connaît les hôpitaux et les tribunaux. La vitesse est primordiale. Détail quand je serai au pays. J'ai appuyé sur envoyer pour les 3. Puis, je me suis adossé au filet de fret et j'ai essayé de ne pas penser à quoi Lily ressemblait à cet instant. C'est une route dangereuse. Laissez son imagination s'emballer quand son enfant est à l'hôpital et que l'on est coincé dans un tube de métal volant quelque part au-dessus de l'Atlantique. Votre cerveau commence à peindre des images que vous ne pourrez plus jamais effacer. Et avant même de vous en rendre compte, vous planifiez 17 façons différentes de commettre un homicide sans laisser d'empreinte digitale. À la place, je me suis concentré sur ce que je savais avec certitude. Les systèmes protègent les personnes qui les construisent. Ce n'est pas une théorie philosophique, c'est une réalité froide et dure. Les flics protègent les flics. Les politiciens protègent les politiciens. Et tous les autres peuvent aller se faire voir. Ce n'est pas personnel. C'est juste comme ça que la machine fonctionne. Mais voici la chose avec les machines. Elles ont des points faibles, des points de pression, des endroits où vous pouvez insérer un pied de biche et regarder le tout s'effondrer comme une montre bon marché. Les frères Mercé pensaient avoir le système parfait. Le chef Alan Mercé dirige le département de police comme son propre royaume personnel. Et l'inspecteur Karl Mercé gère tout ce qui pourrait embarrasser la famille. Propre, ordonné, par balle. Sauf qu'ils ont oublié un petit détail. La juridiction fédérale surpasse la politique locale, à chaque fois. Vous pouvez posséder chaque flic de la ville, mais vous ne pouvez pas posséder le FBI. Vous pouvez contrôler le journal local, mais vous ne pouvez pas contrôler un journaliste avec des relations nationales. Mon téléphone a vibré avec les réponses plus vite que je ne l'espérais. La colonel Stone était de la partie. Pas de questions, pas d'hésitation, juste un bref, bien reçu. En attente. Raphaël m'a renvoyé une chaîne de jurons en espagnol qui se traduisait grosso modo par « putain, oui. Brûlons ces enfoirés », mais dans un langage beaucoup plus coloré. La réponse de Priya a été la plus longue. Une décomposition détaillée de ce dont elle aurait besoin pour monter un dossier en béton armé, avec les coordonnées d'agents fédéraux spécialisés dans les affaires de corruption des forces de l'ordre. L'avion a traversé des turbulences. Et pendant une minute, j'ai eu l'impression d'être de retour dans cette ruelle poussiéreuse, avec des mortiers tombant trop près pour être à l'aise. Mais ce n'était pas de la violence aléatoire. C'était personnel. Un connard avec un insigne et des relations familiales avait décidé que ma fille était remplaçable. Que sa douleur était un prix acceptable pour son propre confort. C'était leur première erreur. Leur deuxième erreur a été de penser que la géographie allait les protéger. Voyez-vous, ils s'imaginaient que j'étais bien à l'abri dans une zone de guerre, jouant aux soldats, pendant qu'ils jouaient à la maison avec ma famille. Ils pensaient que la distance signifiait la sécurité. Ce qu'ils n'avaient pas réalisé, c'est que la même formation qui faisait de moi un expert pour traquer les méchants à l'étranger fonctionnait tout aussi bien sur le front intérieur. L'océan s'étendait en dessous de nous comme un défi, toute cette eau entre moi et Lily, comme si quelqu'un avait tracé une ligne dans le sable et m'avait mis au défi de la franchir. Mais je n'étais pas un père combattant du dimanche qui allait débarquer et faire un scandale. J'étais un solutionneur de problèmes professionnels, et la famille Mercé venait de devenir ma prochaine mission. J'ai fermé les yeux et commencé à planifier,
pas le genre de planification colérique et émotionnelle qui vous fait arrêter pour agression. Le genre froid et méthodique qui obtient des résultats. Au moment où nous toucherions le sol, j'aurais une unité fédérale, un journaliste avec une dent contre eux, et une assistante sociale qui connaissait tous les juges de l'État. Les Mercé allaient apprendre la différence entre l'influence locale et le feu fédéral. Atterrissage dans 6 heures. Que la partie commence. Vous savez ce qui vous frappe en premier quand vous entrez dans un hôpital pour enfants? Ce n'est pas l'odeur d'antiseptique ou les sols impeccables qui donnent l'impression que quelqu'un les a attaqués avec une lance à incendie et de l'eau de javel industrielle. C'est le silence sous tout ce bruit. Ce genre de silence qui provient d'enfants trop blessés pour pleurer et de parents à court de prière. L'hôpital pour enfants sains. Gabriel avait ce silence à revendre, suspendu dans l'air comme une fumée qu'on ne peut pas dissiper. L'infirmière Echa Karim m'attendait aux portes des urgences comme si elle y avait été plantée. Et laissez-moi vous dire une chose, cette femme ne s'embarrassait pas de politesse. Pas de « comment s'est passé votre vol ?» ou « merci d'être venu si vite ». Juste un hochement de tête sec et des yeux qui disaient qu'elle en avait vu assez pour 3 vies. Elle avait cette façon de marcher qui me rappelait les bons sergents avec lesquels j'avais servi. Résolue, comme si chaque pas était calculé pour l'amener exactement là où elle devait être sans perdre une seule seconde. Chambre 314, a-t-elle dit, me guidant à travers des couloirs trop lumineux, trop blancs, trop propres pour le genre de noirceur à laquelle nous faisions face. Je dois vous prévenir avant qu'on entre. C'est pire que ce que j'ai décrit au téléphone. Le mot « pire » m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac, mais j'ai continué à marcher parce que c'est ce qu'il faut faire. Vous mettez un pied devant l'autre jusqu'à ce que vous arriviez là où vous devez être, même quand chaque instinct vous hurle de faire demi-tour et de trouver le punching ball le plus proche. Le trajet en ascenseur a semblé durer 17 ans, avec une musique diffusant une version massacrée de « Yesterday », qui me donnait envie d'arracher les haut-parleurs à main nue. La chambre 314 était un monument à tout ce qui n'allait pas dans ce monde. Trop blanche, trop stérile, trop pleine de machines qui bipaient comme des battements de cœur électroniques, décomptant le temps jusqu'à quelque chose auquel personne ne voulait penser. Mais rien de tout cela n'avait d'importance une fois que j'ai vu Lily allongée dans ce lit d'hôpital, l'air plus petite que dans mes souvenirs, plus pâle qu'une enfant de 8 ans ne devrait jamais l'être. Ce sont les bleus qui m'ont frappé en premier. Des empreintes de doigts violets foncés enroulées autour de son poignet comme une pièce de bijouterie malsaine. Mais ce sont les marques sur son dos qui m'ont fait ressentir le goût du cuivre dans ma bouche et m'ont fait voir rouge sur les bords de ma vision. On n'a pas des marques comme ça en tombant dans les escaliers ou en trébuchant sur des jouets. On a des marques comme ça à cause de quelqu'un qui prend plaisir à causer de la douleur. Quelqu'un qui jouit de blesser des enfants qui ne peuvent pas se défendre. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à prendre des photos, me forçant à documenter chaque bleu, chaque marque, chaque élément de preuve qui permettrait de clouer ces enfoirés au mur. Mes mains étaient stables. La formation militaire prend le dessus quand on en a le plus besoin, mais à l'intérieur, je m'effondrais comme un costume bon marché sous un orage. Echa m'a tendu une enveloppe Kraft qui semblait plus lourde qu'elle n'aurait dû. À l'intérieur se trouvaient des sacs à preuve scellés contenant les vêtements de Lily, un t-shirt rose avec des licornes dessus et de petits leggings en jean qui étaient encore humides à des endroits qui m'ont retourné l'estomac. Mais le vrai trésor était la clé USB qu'elle m'a glissée avec les vêtements. J'ai enregistré mon appel téléphonique avec l'inspecteur Karl Mercé, a-t-elle dit, gardant la voix basse comme si nous discutions de secrets d'État. Vous devez entendre ça. J'ai branché la clé USB sur mon téléphone et j'ai appuyé sur lecture. Et ce que j'ai entendu m'a donné envie de passer le poing à travers le mur le plus proche. La voix de l'inspecteur Mercé est sortie du petit haut-parleur, d'un ton si ennuyé qu'on aurait dit qu'il discutait de la météo ou de ce qu'il allait manger à midi. Écoutez, madame, les enfants tombent tout le temps. Vous, les gens des hôpitaux, vous devenez parano pour chaque bosse et égratignure. Laissez tomber. Laissez tomber. 2 mots qui se traduisaient fondamentalement par « on s'en fout de votre fille parce que c'est gênant pour nous de s'en soucier ». 2 mots qui m'ont dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur la qualité des forces de l'ordre dans ce coin particulier de l'Amérique. C'est à ce moment-là que Julia a décidé de faire sa grande entrée. Elle est entrée dans la chambre comme si l'endroit lui appartenait. Elle portait toujours ce même parfum, quelque chose de cher qui coûtait probablement plus que ce que la plupart des gens gagnent en une semaine. Et ce même sourire froid qui me faisait jadis penser qu'elle était mystérieuse, alors qu'elle était simplement vide à l'intérieur. Maintenant, elle ressemblait à ce qu'elle avait toujours été,
une femme prête à échanger la sécurité de ses propres enfants contre un confort social. Nous devrions parler avant que tu ne fasses quelque chose de stupide, a-t-elle dit, et son ton avait cette touche condescendante qui me donnait autrefois envie de dormir sur le canapé plutôt que de gérer une énième dispute sur l'argent ou les priorités. Ou sur la raison pour laquelle je me souciais plus des enfants des autres à l'étranger que de ma propre famille. Non, ai-je dit, et le mot est sorti plus dur que je ne le voulais. Je parlerai après avoir passé 3 appels. Un à un avocat spécialisé dans les violations des droits civiques fédéraux. Un à un journaliste qui meurt d'envie d'écrire un article sur la famille Mercey. Et un à l'agent de liaison militaire qui ne répond ni à ton beau-frère ni à qui que ce soit dans ce département de police de pacotille. Son sourire s'est fissuré comme de la glace un jour de chaleur. Pour la première fois depuis que je la connaissais, Julia avait l'air sincèrement inquiète. Vous voyez, la chose avec les gens qui jouent avec la vie des autres, c'est qu'ils s'habituent à penser que tout le monde joue selon les mêmes règles. Ils pensent que le mariage consiste à garder des secrets, que la famille consiste à maintenir les apparences, et que la justice est quelque chose que l'on peut acheter avec les bonnes relations. Mais je n'étais plus le même gars dont elle avait divorcé pendant que j'étais en déploiement. Celui qui se pliait en 4 pour essayer de maintenir la paix. Ce gars-là est mort quelque part entre l'appel téléphonique en Irak et le vol retour. Le gars qui se tenait dans cette chambre d'hôpital avait passé des années à apprendre comment démanteler des réseaux de gens qui se croyaient intouchables. Tu ne sais pas à qui tu t'attaques, a-t-elle dit. Mais sa voix avait perdu de son assurance. Maintenant, elle ressemblait à ce qu'elle était, effrayée. En fait, ai-je dit, observant son visage changer alors que les implications commençaient à se faire sentir, je pense que c'est toi qui ne sais plus à qui tu t'attaques. Tu vois, le gars que tu as épousé et dont tu as divorcé essayait de sauver le monde un village à la fois. Le gars à qui tu parles maintenant essaie juste de sauver sa fille, et ça me rend beaucoup plus dangereux que dans tes souvenirs. Elle a fait demi-tour et est sortie sans un mot de plus, ne laissant derrière elle que ce parfum onéreux et l'odeur de la peur. La pièce semblait plus propre sans elle, comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre et laissé l'air toxique s'échapper. Esha m'observait avec ses yeux perçants, essayant probablement de déterminer si j'allais faire partie de la solution ou faire partie du problème. « Qu'est-ce qui se passe maintenant » a-t-elle demandé. J'ai regardé ma fille endormie dans ce lit d'hôpital, avec des machines surveillant sa respiration, et j'ai fait une promesse que j'avais l'intention de tenir. Maintenant, on passe des coups de téléphone, ai-je dit. Et ensuite, on regarde ces salauds apprendre la différence entre la politique locale et la justice fédérale. L'aube s'est levée sur la ville comme si Dieu regrettait le concept même de lever de soleil. Tout gris et réticent, comme s'il ne voulait pas éclairer l'horreur qui était sur le point de se dérouler. J'étais assis au Mélès dîner sur la 5e rue à 5h30, sirotant un café capable de décaper de la peinture, et guettant la porte pour Raphaël Ortiz. Le Mélès était un de ces endroits qui semblaient avoir été décorés par la grand-mère de quelqu'un en 1987, et personne n'avait pris la peine de le moderniser depuis. Des banquettes en vinyle craquelé, des néons qui bourdonnaient comme des guêpes en colère, et une odeur qui était en partie celle de la graisse de bacon, en partie du nettoyant industriel, et en partie des rêves brisés. Raphaël est entré à exactement 5h35. Et la première chose que j'ai remarqué, c'est qu'il avait l'air de ne pas avoir dormi depuis environ 3 jours. Ses cheveux faisaient ce truc où ils n'arrivent pas à décider dans quelle direction ils veulent pousser. Sa chemise semblait avoir été ramassée par terre, et il avait cette lueur légèrement maniaque dans les yeux que les journalistes d'investigation ont quand ils sentent l'odeur du sang dans l'eau. Il s'est glissé sur la banquette en face de moi, portant un sac en cuir qui paraissait plus vieux que nous deux réunis. Tu sais, a-t-il dit en sortant une clé USB plus petite que mon pouce, ça fait 8 ans que je garde cette histoire sous le coude, attendant quelqu'un avec assez de cran et de statut pour l'éclater au grand jour. Il s'avère que tout ce dont j'avais besoin, c'était d'un père en colère avec des relations fédérales et une habilitation de sécurité. La clé USB avait l'air assez innocente, juste un bout de plastique et de circuit qui coûtait probablement environ 5 $ chez Best Buy. Mais quand Raphaël l'a branché sur son ordinateur portable et a commencé à faire défiler les fichiers, j'ai réalisé que je regardais suffisamment de preuves pour enterrer la famille Mercey si profondément qu'ils auraient besoin d'équipements archéologiques pour les retrouver. Nous parlions de plaintes sous-scellées qui avaient mystérieusement disparu du système, de registres d'hôpitaux montrant un schéma de blessures suspectes qualifiées d'accident, et de rapports de police qui avaient été tellement caviardés qu'on aurait dit des documents gouvernementaux sur les ovnis. Putain de merde, ai-je dit en faisant défiler page après page de ce qui ressemblait à une dissimulation systématique s'étalant sur près d'une décennie.
Comment diable as-tu obtenu tout ça? Raphaël a souri comme un requin qui vient de repérer un nageur blessé. Tu serais étonné de voir combien d'infirmières, de travailleurs sociaux et de flics de quartier gardent leur propre copie des rapports. Juste au cas où quelqu'un viendrait un jour et pourrait réellement en faire quelque chose. Il s'avère que la moitié du département sait que les frères Mercé sont des pourris. Ils avaient juste besoin de quelqu'un avec assez de pouvoir pour que ça tienne. Un dossier en particulier a attiré mon attention. Une affaire datant d'il y a 3 ans impliquant une petite fille de 6 ans qui avait été amenée à Saint-Gabriel avec des blessures que le médecin traitant avait décrites comme cohérentes avec des maltraitances systématiques. L'inspecteur a signé à l'affaire, Karl Mercé. La conclusion finale, affaire classée pour preuves insuffisantes, malgré le fait que le rapport du médecin légiste était plus accablant qu'un test ADN lors d'une audience de paternité. Tu es la pièce manquante, a dit Raphaël en tapotant l'écran avec un doigt taché d'encre sous l'ongle. Tu es le père avec un statut militaire, des relations fédérales et une fille qui a été victime du même système qui protège ses clowns depuis des années. Tu peux faire exploser cette affaire d'une manière que personne d'autre ne pourrait faire. Du MLS, j'ai conduit directement jusqu'à une annexe du gouvernement fédéral au centre-ville, qui semblait avoir été conçue par quelqu'un pensant que la bureaucratie intimidante était un style architectural. Que du béton, du verre et des points de contrôle de sécurité qui vous donnaient l'impression d'entrer dans une prison à sécurité minimale. Mais à l'intérieur de ce bâtiment se trouvait la colonelle Myriam Stone. Et quand je suis entré dans son bureau temporaire, j'ai eu l'impression d'être de retour dans l'armée pour la première fois depuis ma libération. Myriam ressemblait exactement à ce que les directeurs de casting commanderaient s'ils avaient besoin de quelqu'un pour jouer un officier militaire à la retraite capable de botter des fesses et de prendre des noms. Des cheveux gris tirés en un chignon réglementaire, un uniforme qui semblait avoir été repassé au fer à vapeur et avec des prières, et des yeux capables de voir à travers vous à environ 3 comtés de distance. Elle était assise en face de l'agent spécial Dana Shaw, qui avait le genre d'intensité silencieuse qui vous fait penser qu'elle passait probablement ses week-ends à lire des dossiers pour le plaisir. L'agent Shaw fait partie de l'unité fédérale sur les crimes contre les enfants, a dit Myriam sans s'embarrasser de bavardage. Elle est spécialisée dans les affaires impliquant l'obstruction des forces de l'ordre et l'inconduite officielle. J'ai pensé que vous devriez vous rencontrer. L'agent Shaw avait l'air de pouvoir être la mère de famille de banlieue de n'importe qui. Taille moyenne, cheveux bruns, le genre de visage qui se fondrait dans la foule lors d'un match de foot. Mais quand elle a commencé à parler des cas d'exploitation d'enfants et des schémas de corruption, sa voix avait cette précision chirurgicale qui me faisait penser qu'elle en savait probablement plus sur le côté obscur de la nature humaine que la plupart des gens n'en apprennent en toute une vie. J'ai examiné les documents préliminaires que votre ami journaliste a fournis, a-t-elle dit en ouvrant une chemise cartonnée qui était plus épaisse qu'un annuaire téléphonique. Ce sur quoi vous êtes tombé ici n'est pas seulement un cas de corruption locale. C'est un schéma systématique d'inconduite officielle qui relève de la juridiction fédérale. Violation des droits civiques, entrave à la justice. Complot visant à refuser une procédure régulière. Nous parlons d'infraction pénale sous le coup de la loi RICO. J'ai remis tout ce que j'avais. Les photos des blessures de Lily, les sacs à preuves scellés avec ses vêtements, l'enregistrement audio de l'inspecteur Mercé disant à l'infirmière Echa de laisser tomber, et ma déclaration sous serment détaillant tout ce qui s'était passé. De l'appel téléphonique en Irak jusqu'à la confrontation avec Julia dans la chambre d'hôpital. L'agent Shaw a écouté comme si elle faisait l'inventaire d'une scène de crime, posant des questions pointues qui allaient droit à l'essentiel de ce qui comptait. C'est plus grand qu'un homme faisant du mal à un enfant, a-t-elle finalement dit en fermant le dossier avec un bruit ressemblant au claquement du couvercle d'un cercueil. Ce que vous nous avez donné, c'est la colonne vertébrale d'une affaire fédérale qui va faire tomber un réseau de corruption qui opère en toute impunité depuis des années. Vous venez de nous donner le témoin manquant ayant le statut nécessaire pour faire tenir le tout. Elle a ouvert un tiroir de la table de conférence et en a sorti un enregistreur numérique qui semblait sortir d'un film d'espionnage. Nous agissons maintenant, a-t-elle dit en appuyant sur le bouton d'enregistrement. Avant qu'ils n'aient le temps de détruire des preuves, de coordonner leurs histoires ou de disparaître dans le labyrinthe bureaucratique derrière lequel ils se cachent. La lumière rouge de l'enregistreur a commencé à clignoter, et j'ai réalisé que nous venions de franchir le point de non-retour. Il ne s'agissait plus de vengeance. Il s'agissait de justice. Et la justice, il s'avère, a son propre calendrier qui se fout complètement de la convenance de quiconque, de ses relations ou de ses liens familiaux. Déclinez votre nom pour l'enregistrement, a dit l'agent Shaw. Et j'ai souri pour la première fois depuis cet appel en Irak.
L'heure de tout réduire en cendres était arrivée. Vous savez ce qui est beau dans la coordination fédérale? C'est comme regarder une montre suisse faite d'insignes et de mandats. Chaque pièce bouge en parfaite synchronisation. Chaque timing est calculé à la seconde près. En fin d'après-midi, l'agent Shaw avait réuni ce qui ressemblait au casting d'un film d'action à gros budget. Des enquêteurs du CID spécialisés dans les affaires liées aux militaires. Des agents du département de la santé, HHS, qui savaient comment suivre les flux financiers à travers des labyrinthes bureaucratiques, des US Marshals fédéraux qui avaient l'air de soulever de petites voitures pour le plaisir, et de la police militaire qui comprenait que, parfois, la justice nécessite un peu plus de muscles. La réunion de coordination s'est déroulée dans une salle de conférence qui sentait le mauvais café et les bonnes intentions. L'agent Shaw se tenait en bout de table, couverte de cartes, de photographies et de mandats d'arrêt portant plus de signatures qu'un album de fin d'année au lycée. Elle a passé en revue le plan opérationnel comme un chef d'orchestre, s'assurant que chaque agence connaissait son rôle dans ce qui allait devenir le pire mardi matin de toute l'histoire de la famille Mercé. Nous n'allons pas au poste de police local, a-t-elle souligné en tapotant la carte avec un pointeur laser qui coûtait probablement plus cher que ma prime de combat mensuelle. Ces gens possèdent ce bâtiment. Ils possèdent ces murs. Ils possèdent chaque bureau, chaque classeur et la machine à café. Nous les contournons, nous passons au-dessus et à travers eux, mais nous ne leur donnons pas l'avantage du terrain. Le plan était d'une simplicité élégante, ce qui est généralement le signe de quelqu'un qui sait ce qu'il fait. 2 opérations simultanées, le château de banlieue de Brent O'Malley et le MC manoir du chef Alan Mercé de l'autre côté de la ville. Pas de coup de téléphone, pas d'avertissement, pas de notification de courtoisie pour donner à ces clowns le temps de prendre un avocat ou d'harmoniser leurs histoires. Juste une marée sombre d'autorités fédérales qui déferlerait devant leur porte à exactement 6h07, parce qu'apparemment, l'agent Shaw croyait à l'impact psychologique de sortir les gens du lit avant que leur cerveau ne soit pleinement opérationnel. J'ai passé la nuit dans une chambre d'hôtel qui semblait avoir été décorée par quelqu'un pensant que le style voyageur d'affaires générique était une philosophie de design légitime. Mur beige, moquette beige, couvre-lit beige qui était probablement fourni avec un certificat de médiocrité. Mais je n'étais pas là pour critiquer la décoration intérieure. J'étais là pour fixer le plafond et penser à Lily endormie dans ce lit d'hôpital, branchée à des machines qui bipaient comme des berceuses électroniques, comptant les heures jusqu'à ce que la justice se pointe enfin à la fête. Dormir était quasiment impossible. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais ces bleus en forme de doigts autour du poignet de Lily. J'entendais la voix blasée de l'inspecteur Mercé disant à une infirmière de laisser tomber. Je sentais le parfum coûteux de Julia mélangé à l'air antiseptique d'un hôpital pour enfants. Alors, j'ai fait ce que font les soldats quand le sommeil ne vient pas. J'ai nettoyé mon équipement, vérifié mon téléphone pour des mises à jour, et répété mentalement tout ce qui pouvait mal tourner dans l'opération du lendemain. À 5h30, j'étais habillé, caféiné et assis sur le parking d'un Dunkin' Donuts qui avait l'air d'être géré par des gens ayant abandonné la vie avant leur 2e tasse de café. L'agent Shaw s'est garé dans un SUV noir qui criait au gouvernement fédéral si fort qu'il aurait tout aussi bien pu avoir des sirènes et des gyrophares. Elle portait un équipement tactique qui semblait avoir été ajusté sur mesure par quelqu'un ayant compris qu'avoir l'air professionnel tout en défonçant des portes était une forme d'art. Prêt, a-t-elle demandé, et j'ai hoché la tête. Parce que dire d'autre quand quelqu'un est sur le point de servir la justice sur un plateau d'argent avec des menottes en accompagnement? Le trajet jusqu'au quartier de Brent ressemblait à un voyage à travers le rêve américain, tel qu'il est vendu par un agent immobilier accro à la cocaïne. Des pelouses parfaites, des allées parfaites, des boîtes aux lettres parfaites alignées comme des soldats dans l'armée du conformisme de la banlieue. Le genre d'endroit où la violence domestique se cache derrière des haies bien taillées et où la maltraitance des enfants est couverte par les frais d'association de propriétaires. Brent O'Malley vivait sur Maple Street, parce que bien sûr qu'il y vivait. Sa maison était une de ces habitations coloniales faites à la chaîne, qui semblait avoir été commandée dans un catalogue intitulé au succès générique de l'homme blanc. Un garage pour 2 voitures, une allée circulaire, des autocollants de système de sécurité sur les fenêtres qui coûtaient probablement plus cher que la voiture de la plupart des gens. Le genre d'endroit qui criait « Je n'ai rien à cacher », si fort qu'on savait pertinemment que le propriétaire avait définitivement quelque chose à cacher. À 6h07 exactement, la cavalerie fédérale est arrivée comme la colère de Dieu, avec une meilleure documentation juridique. Pas de sirène, pas de gyrophare, pas de conneries dramatiques à la Hollywood, juste un convoi de véhicules sombres qui a roulé sur Maple Street comme s'il possédait l'endroit, ce qui, légalement parlant, était un peu le cas.
J'ai observé depuis le SUV de l'agent chaud tandis que 2 agents en civil s'approchaient de la porte d'entrée pendant que des agents en uniforme prenaient position au coin de la maison. Ce n'étaient pas des flics locaux qui pourraient partager des potes de beuverie avec la cible. C'étaient des professionnels fédéraux qui comprenaient que les enquêtes de corruption exigent des gens qui ne peuvent pas être achetés, intimidés ou embobinés pour détourner le regard. La porte s'est ouverte et Brent O'Malley est sorti, avec l'air d'un homme qui venait de réaliser que sa chance avait finalement tourné. Il a essayé les bravades habituelles des types blancs de banlieue. De quoi s'agit-il? Savez-vous avec qui je suis marié? J'appelle mon avocat, mais ça s'est très vite arrêté quand ils lui ont montré le mandat et ont commencé à lui lire ses droits. À l'intérieur de la maison, l'équipe de perquisition bougeait comme si elle avait fait cette danse une centaine de fois. Ils ont trouvé le téléphone de Brent, qui contenait probablement assez de textos pour incriminer la moitié du gouvernement de la ville. Ils ont trouvé un petit sac en cuir caché dans le placard de la chambre, qui correspondait à la description faite par Lily du sac spécial que son beau-père utilisait quand il voulait donner des leçons. Ils ont trouvé des relevés bancaires qui montraient des paiements versés à l'inspecteur Karl Mercer remontant à 3 ans. Mais le vrai trophée était Brent lui-même, debout dans son allée avec des menottes. Comprenant finalement que sa relation avec le chef de la police n'allait pas le sauver des charges fédérales qui entraînaient des peines mesurées en décennies plutôt qu'en mois. De l'autre côté de la ville, une seconde équipe servait au chef Alan Mercer son propre réveil brutal. Le chef est sorti de sa maison en t-shirt et pieds nus, la mâchoire serrée à s'en briser les dents. Goûtant enfin à ce que cela faisait d'être du mauvais côté d'un insigne. À 8 heures, les 2 hommes étaient en détention fédérale, et l'agent chaud gérait les appels téléphoniques d'avocats de la défense qui réalisaient soudain que leurs astuces habituelles n'allaient pas fonctionner contre des procureurs qui se fichaient de la politique locale. Des liens familiaux ou de qui connaissait qui au country club. Je suis resté dans l'allée de Brent, observant les voisins épier à travers leurs rideaux comme s'ils assistaient à l'apocalypse, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis cet appel en Irak. De l'espoir. Pas le genre d'espoir chaleureux et réconfortant que l'on trouve sur les cartes de vœux, mais le genre froid et dur qui vient quand on regarde des tyrans rencontrer enfin quelqu'un de plus fort qu'eux. Le système qui avait abandonné ma fille était sur le point d'apprendre ce que signifiait vraiment la juridiction fédérale. Vous savez ce qui va plus vite que les ragots dans une petite ville? Des arrestations fédérales qui envahissent les réseaux sociaux quand la moitié de l'administration municipale fait la marche de la honte menottée avant même le petit déjeuner. À 9 heures, mon téléphone explosait comme un dépôt de munitions talibans, bourdonnant et pépillant à cause d'appels provenant de numéros que je connaissais, de numéros que je ne connaissais pas. Et de numéros appartenant probablement à des journalistes qui avaient vendu leur âme pour une bonne histoire et sentaient maintenant le potentiel du prix Pulitzer dans l'air matinal. La nouvelle a d'abord explosé sur la chaîne 7, probablement parce que Raphaël avait des amis haut placés et comprenait la valeur du timing. Le chef de la police arrêté dans une enquête fédérale pour couverture de maltraitance d'enfants. Le gros titre défilait au bas de chaque écran de la ville comme un virus se propageant à travers les pires cauchemars des structures de pouvoir locales. Au milieu de la matinée, ce n'était plus seulement aux informations locales. CNN l'a repris. Puis Fox, puis chaque blogueur et podcasteur qui s'était un jour plaint de la corruption policière avait quelque chose à dire sur la chute spectaculaire de la famille Mercer. J'étais retranché dans ma voiture de location à l'extérieur de l'hôpital Saint-Gabriel, regardant le cirque médiatique s'installer sur la pelouse devant l'établissement, comme s'il préparait un siège. Des camions de presse avec des antennes paraboliques. Des journalistes vérifiant leurs cheveux et l'appareil photo de leur téléphone. Des photographes avec des objectifs assez longs pour repérer de la corruption depuis l'orbite terrestre. Toute la scène ressemblait à la démocratie en plein effondrement public, ce qui, quand on y pense, était à peu près exactement ce qui se passait. Mon téléphone a sonné pour la 20e fois en 1 heure et je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale avec tous les autres. Des journalistes voulant des citations. De vieux potes de l'armée qui avaient vu mon nom dans les actualités. Des parents éloignés se souvenant soudain qu'ils avaient mon numéro. J'ai même reçu l'appel d'un producteur d'Hollywood qui voulait savoir si j'avais déjà vendu les droits pour un film. Parce qu'apparemment, rien ne crie autant la justice américaine que de transformer le traumatisme de son enfant en divertissement pour des gens qui mangent du popcorn dans le noir. À 9h12, Julia s'est pointée à mon poste de commandement temporaire, qui était basiquement une Honda Civic de location sur le parking de l'hôpital. Elle avait amené l'inspecteur Karl Mercer avec elle, et tous les deux avaient l'air de se rendre à un enterrement, ce qui, vu ce qui était arrivé à leur petit racket de protection, était grosso modo le cas. Julia arborait son visage de conversation sérieuse, celui qu'elle prenait quand elle voulait discuter d'argent,
ou de pourquoi je passais trop de temps à l'étranger, ou si nous devions refinancer la maison. Carl avait l'air de quelqu'un à qui on aurait dit que le Père Noël était en fait un procureur fédéral. Ils se sont approchés de ma voiture comme si l'endroit leur appartenait, ce qui était plutôt couillu vu que l'un d'eux était marié à un type profitant actuellement de l'hospitalité fédérale, et que l'autre allait probablement le rejoindre avant le déjeuner. Julia a tapoté sur ma vitre avec des ongles qui coûtaient probablement plus cher que le budget course de la plupart des gens, arborant ce sourire qui me faisait autrefois croire qu'elle était mystérieuse plutôt que manipulatrice. J'ai baissé la vitre d'exactement 5 cm, assez pour entendre ce qu'ils essayaient de me vendre, pas assez pour que ça ressemble à une conversation amicale. Il faut qu'on parle, a dit Julia, utilisant ce ton qui suggérait que c'était en quelque sorte de ma faute. Avant que tu ne rendes la situation pire pour tout le monde, y compris pour Lily. Théorie intéressante, ai-je dit, gardant ma voix aussi plate qu'une piste d'atterrissage. Voici la mienne. Toi et l'inspecteur crétin là-bas devez vous éloigner de ma voiture avant que je n'appelle l'agent Shaw pour l'informer que vous tentez d'intimider un témoin fédéral. Carl s'est avancé, oubliant probablement que son insigne n'avait pas beaucoup de poids quand son patron portait des menottes et une combinaison orange. Écoutez, on peut arranger ça. Les affaires de famille devraient rester en famille. Personne n'a besoin d'être blessé ici. Je l'ai regardé à travers cet écart de 2 pouces dans la vitre et je me suis demandé s'il avait pratiqué ce discours devant un miroir ou si la stupidité lui venait naturellement. Inspecteur Mercer, ai-je dit, votre frère est en détention fédérale. Votre beau-frère risque 20 ans de prison et vous vous tenez sur le parking d'un hôpital à essayer d'intimider le père d'une victime de maltraitance. Si vous pensez que cette situation peut empirer pour vous, je suis ravi de vous prouver le contraire. Le masque de Julia a glissé pendant une fraction de seconde, et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Une vraie peur, pas l'anxiété sociale qu'elle avait quand elle pensait que les gens jugeaient sa tenue, sa voiture ou son choix de mari. C'était le genre de peur qui survient quand on réalise que la partie est finie et qu'on se trouve du mauvais côté de l'histoire, avec le cul à l'air face au vent. Mais au lieu de reculer, elle a doublé la mise, parce que les gens comme Julia préfèrent voir le monde brûler plutôt que d'admettre qu'ils ont tort. Tu te prends pour un héros, a-t-elle sifflé à travers l'ouverture de la vitre. Tu as détruit une famille. Tu as détruit des carrières. Tu as détruit des vies. Non, ai-je dit, et ma voix est sortie plus froide que prévu. J'ai protégé ma fille. Le reste d'entre vous vous êtes détruit vous-même. C'est à ce moment-là que la colonelle Miriam Stone s'est arrêtée dans une berline gouvernementale qui semblait avoir été conçue par des gens comprenant que l'intimidation était une forme de communication. Elle est sortie vêtue de son uniforme d'apparat, avec le genre d'expression qui oblige les officiers subalternes à vérifier leurs lacets et les officiers supérieurs à se souvenir de rendez-vous urgents ailleurs. Julia et Carl ont jeté un regard à ce mètre 80 d'officiers militaires à la retraite s'avançant vers eux comme la justice en uniforme repassé, et se sont soudainement souvenus qu'ils avaient autre chose à faire ailleurs. Ils ont filé vers leur voiture plus vite que des cafards quand on allume la lumière de la cuisine. La colonelle Stone les a regardés s'éloigner, puis s'est approchée de ma fenêtre avec une enveloppe Kraft assez épaisse pour étouffer un cheval. L'adjointe au procureur Sophia Park vous attend, a-t-elle dit. Elle a des virements bancaires, des textos et une chronologie qui place votre ex-femme et son mari exactement là où votre fille a dit qu'ils étaient quand la maltraitance a eu lieu. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, le major Rod et l'agent Shaw tenaient un point presse conjoint qui recevait plus de couverture médiatique qu'une élection présidentielle. Ils n'ont pas mentionné mon nom. Les enquêtes fédérales protègent les témoins, contrairement aux départements de police locaux qui font fuiter des informations comme des voleurs, mais ils ont précisé que cette affaire comptait, que la voix des enfants serait entendue et que personne n'était au-dessus des lois. Les journalistes ont posé les questions habituelles sur la juridiction, les preuves et la possibilité d'autres arrestations. L'agent Shaw a répondu avec cette précision professionnelle qui montrait clairement qu'elle avait déjà l'habitude de cet exercice. Mais quand un crétin au fond de la salle a demandé si c'était juste un abus de pouvoir fédéral ciblant les forces de l'ordre local, son expression est devenue glaciale. Cette enquête a commencé lorsqu'une infirmière a appelé pour signaler des soupçons de maltraitance d'enfants et qu'un inspecteur lui a dit de laisser tomber, a-t-elle dit. Si c'est ce que vous considérez comme une force de l'ordre légitime, alors nous avons des définitions très différentes du mot légitime. À midi, l'histoire avait fait son chemin et courait des marathons sur toutes les plateformes d'information américaines. Le racket de protection de la famille Mercer faisait la une. Et soudainement, tous ceux à qui la police locale avait un jour dit de laisser tomber et trouver leur voie.
Mon téléphone a vibré avec un texto de Raphaël, vérifie tes emails. On vient juste de commencer. J'ai souri pour la première fois de la journée. Parfois, la justice a besoin d'un petit coup de pouce pour devenir virale. Vous savez ce qui est drôle avec les salles d'audience? Elles sont conçues pour donner l'impression que la justice y vit vraiment. Tout ce bois poli, cette moquette chic, et ce marbre qui a probablement coûté plus cher que les maisons de la plupart des gens. Comme si quelqu'un s'était dit que si l'on rendait la pièce suffisamment impressionnante, la vérité se sentirait obligée de se pointer à la fête. Le tribunal fédéral du centre-ville avait tout l'attirail. Des plafonds hauts qui faisaient écho de chaque murmure comme s'il s'agissait d'une confession. Des fenêtres laissant entrer juste assez de lumière pour donner à chacun l'air soit angélique, soit coupable, selon l'endroit où il était assis. Et cette odeur particulière des tribunaux, un mélange de cire pour meubles, de peur et des fantômes persistants de tous les mensonges qui avaient été prononcés sous serment. 2 jours après les arrestations, l'endroit était plus bondé qu'une rame de métro à l'heure de pointe. Les amis des Mercé à la mairie s'étaient appropriés les bancs du fond comme s'ils assistaient à un match de foot au lycée. Tous arboraient leur visage de « c'est un terrible malentendu », tout en calculant secrètement quelle distance ils devaient mettre entre eux et le navire en train de couler. On pouvait presque entendre le son de la loyauté s'évaporer en temps réel. J'étais assis au 3e rang, juste derrière l'adjointe au procureur Sophia Park, qui avait l'air d'être née pour se tenir devant des jurys et expliquer pourquoi les mauvaises personnes méritent qu'il leur arrive de mauvaises choses. Sophia avait une façon d'organiser les preuves qui me rappelait un sergent-chef démontant un fusil sur le terrain. Chaque pièce avait sa place. Chaque mouvement était efficace. Et quand elle en avait fini, vous aviez quelque chose qui pouvait définitivement faire des dégâts. La juge Althea Monroe a pris place à exactement 9 heures. Et laissez-moi vous dire un truc sur la juge Monroe. Elle avait le genre de présence qui obligeait tout le monde dans la salle à se tenir plus droit et à se souvenir de ses bonnes manières. 20 ans de carrière en tant que juge fédéral, 15 ans avant cela en tant que procureur spécialisé dans les affaires impliquant des enfants, et une réputation d'être plus coriace qu'un steak trop cuit quand il s'agissait de ceux qui faisaient du mal aux gosses. Si vous étiez sur le banc des accusés dans sa salle, vous aviez intérêt à vous tenir à carreau ou à rentrer chez vous déçu. L'ADA Park s'est levée et a commencé à exposer l'affaire comme si elle construisait une maison. Les fondations d'abord, puis les murs, puis un toit qui garderait toutes les preuves bien au sec. Elle a commencé par les photos de l'infirmière Esha agrandies sur un écran, rendant ses échymoses en forme de doigts autour du poignet de Lily comme si elles avaient été peintes à l'encre violette. Le tribunal est devenu silencieux. Le genre de silence qui survient lorsque les gens réalisent qu'ils regardent quelque chose qui va leur donner des cauchemars. Mesdames et messieurs les jurés, a dit Park, sa voix portant à travers la salle comme si les lieux lui appartenaient. Cette affaire a commencé lorsqu'une infirmière en pédiatrie a vu des blessures qui ne correspondaient pas à l'histoire qu'on lui racontait. Elle a continué lorsqu'elle a appelé la police et qu'on lui a dit de laisser tomber. Et elle se termine aujourd'hui avec vous. Décidant si un insigne donne à quelqu'un le droit d'ignorer la douleur d'un enfant. Elle a navigué à travers les preuves comme un chef d'orchestre. Chaque élément s'ajoutant au précédent. Les sacs scellés contenant les vêtements de Lily, toujours étiquetés et photographiés selon des procédures de chaîne de possession qui rendraient fier un manuel de médecine légale. Ma déclaration sous serment, livrée par liaison vidéo, car apparemment mon habilitation de sécurité me rendait trop précieux pour être risqué dans un tribunal ouvert. L'enregistrement audio de l'inspecteur Karl Mercé disant à l'infirmière Esha de laisser tomber lorsqu'elle a appelé pour un cas suspect de maltraitance d'enfants. Mais le clou du spectacle a été le travail de Raphaël. 8 ans de journalisme d'investigation condensé en une chronologie qui ressemblait à une carte routière vers l'enfer. Des admissions à l'hôpital mystérieusement mal classées. Des rapports de police enterrés plus profondément que Jimmy Hoffa. Des plaintes disparues dans l'équivalent bureaucratique d'un trou noir. Chaque affaire suivait le même schéma. Des blessures suspectes, des professionnels médicaux inquiets, et l'inspecteur Karl Mercé s'assurant que rien ne donne jamais suite. La salle a éclaté en halètements et en conversations marmonnées lorsque Park a affiché les relevés bancaires montrant les paiements de Brent O'Malley à l'inspecteur Mercé remontant à 3 ans. Pas des sommes énormes, quelques centaines par-ci, quelques centaines par-là, mais assez constantes pour établir un schéma que n'importe quel membre du jury doté d'un demi-cerveau pouvait reconnaître pour ce que c'était, des paiements pour services rendus. Puis sont venus les textos, et c'est là que les choses sont devenues vraiment laides. L'ADA Park les a lus à voix haute de sa voix claire et professionnelle qui faisait sonner chaque mot comme un clou planté dans un cercueil. De Brent O'Malley à Julia O'Malley,
2 jours avant que Lily ne soit hospitalisée, la gamine a besoin d'apprendre le respect. L'heure de la leçon a sonné. De Julia O'Malley à Brent O'Malley, le même jour, ne laisse juste pas de marque là où les gens peuvent les voir. De Brent O'Malley à l'inspecteur Karl Mercer, le jour où Lily a été admise à l'hôpital, nous avons une situation. J'ai besoin que ça se gère discrètement. De l'inspecteur Karl Mercer à Brent O'Malley, 2 heures plus tard, considère que c'est géré. Les gosses tombent tout le temps. Mais le message qui a vraiment enfoncé le clou fut la réponse de Julia lorsque Brent lui a envoyé un texto indiquant que l'hôpital posait trop de questions. Elle survivra. Peut-être qu'elle apprendra à rester à sa place. Le silence dans cette salle d'audience était si épais qu'on aurait pu le couper au couteau et le servir à dîner. J'ai observé les visages des jurés pendant qu'ils assimilaient ce qu'ils venaient d'entendre. 12 personnes ordinaires réalisant qu'elles étaient face au genre de mal qui se cache derrière la respectabilité de banlieue et les liens familiaux. L'expression de la juge Monroe est passée de la neutralité judiciaire à quelque chose qui donnait l'impression qu'elle calculait combien d'années de prison seraient suffisantes pour équilibrer la balance de la justice. Son stylo avait cessé de bouger sur son carnet, et elle fixait la table des accusés comme si elle essayait de comprendre quelle espèce humaine pouvait écrire ces messages sur un enfant. Quand la DA Park a affiché les photographies des blessures de Lily à côté des textos, l'impact fut dévastateur. On pouvait littéralement voir les avocats de la défense réaliser que leur sac de tours habituel et témoins de moralité, contestation procédurale, argument de doute raisonnable n'allait pas fonctionner contre des preuves aussi accablantes. Brent O'Malley était assis à la table des accusés, avec l'air de quelqu'un à qui on aurait expliqué que le karma était réel et qu'il avait son adresse personnelle. Son avocat onéreux n'arrêtait pas de remuer des papiers comme s'il cherchait un miracle caché quelque part dans les dossiers juridiques. L'inspecteur Karl Mercer fixait ses mains, se demandant probablement comment 20 ans en tant que flic avaient pu le mener à s'asseoir dans un tribunal fédéral, portant menottes et honte. Mais Julia était la plus intéressante à observer. Elle n'arrêtait pas d'essayer de capter mon regard, arborant ce même sourire manipulateur qu'elle utilisait quand elle voulait que j'oublie n'importe quelle de ses conneries du moment. Comme si elle pensait pouvoir se sortir de ses accusations fédérales par le charme, de la même manière qu'elle échappait à ses responsabilités dans le passé. L'ADA Park avait gardé le meilleur pour la fin. Une déclaration enregistrée de Lily, prise par un psychologue pour enfants dans un environnement conçu pour que les enfants se sentent en sécurité. Le jury a écouté ma fille de 8 ans décrire avec ses propres mots ce que son beau-père lui avait fait, et comment sa mère lui avait dit de garder cela comme leur petit secret spécial. Lorsque l'enregistrement a pris fin, la juge Monroe a demandé une suspension de séance de 15 minutes, et j'ai regardé les 12 jurés sortir avec l'air d'avoir assisté à un accident de voiture. Les partisans des Mercer, dans les rangées du fond, ont soudain trouvé les portes de sortie très intéressantes. La justice, s'est-il avéré, était beaucoup plus éclatante quand on allumait toutes les lumières. Vous savez ce qui est beau quand on regarde un château de cartes s'effondrer? Cela n'arrive pas d'un coup. D'abord, une carte vacille, puis une autre commence à pencher, et avant même de s'en rendre compte, toute la structure s'écroule plus vite que les promesses d'un politicien en période électorale. Le racket de protection de la famille Mercer a commencé à s'effondrer à la minute où Brent O'Malley a réalisé que les procureurs fédéraux n'en avaient absolument rien à foutre de la politique locale, des liens familiaux, ou de la somme d'argent donnée à l'association de bienfaisance de la police. C'était le 3e jour du procès, et l'avocat de Brent, un type en costume surpayé venant d'un cabinet du centre-ville facturant probablement plus alors que ce que gagnent la plupart des gens en un mois, était en train de faire ce qu'on pourrait poliment appeler une dépression nerveuse. Il n'arrêtait pas de fouiller dans ses papiers comme s'il cherchait une carte vous êtes libéré de prison et qui n'y était définitivement pas, transpirant à travers une chemise qui coûtait sans doute plus cher que la traite de ma voiture. Et jetant des regards désespérés au jury comme s'il espérait que l'un d'eux développerait subitement une cécité sélective. C'est à ce moment-là que Brent a décidé de limiter la casse et de balancer tout le monde sous le bus si violemment qu'ils auraient besoin des traces de pneus comme preuve. Son avocat s'est levé et a annoncé que son client souhaitait coopérer avec l'accusation, ce qui, en jargon juridique, signifie « on est complètement foutu ». Et on est prêt à entuber tout le reste de l'équipe si ça nous donne une chance de revoir la lumière du jour avant de toucher notre retraite. L'audience de plaider coupable ressemblait à regarder un adulte se faire dessus en public, sauf qu'au lieu de gêne, c'était des accusations fédérales, et qu'au lieu de vêtements de rechange, c'était un accord de plaidoyer qui l'empêcherait de passer le reste de sa vie dans une boîte en béton. Brent était assis à cette table des accusés, avec l'air de quelqu'un à qui on aurait expliqué que le karma était réel, et qu'il avait pris des notes. Votre honneur,
a dit l'avocat de Brent, la voix tremblante comme s'il s'était injecté un cocktail d'espresso et d'anxiété. Mon client souhaite assumer la responsabilité de ses actes et coopérer pleinement à l'enquête en cours du gouvernement sur la corruption officielle et l'entrave à la justice. La juge Monroe a regardé Brent comme si elle essayait de décider s'il méritait une peine de prison à vie ou juste une peine très longue. Monsieur O'Malley, a-t-elle dit, la voix plus froide qu'un hiver dans le Minnesota. Comprenez-vous qu'en plaidant coupable, vous admettez avoir systématiquement maltraité un enfant, et ensuite conspiré avec des agents des forces de l'ordre pour dissimuler vos crimes? Brent a hoché la tête comme une figurine ayant une maladie nerveuse. Oui, votre honneur. Je comprends également que mon accord de coopération m'oblige à fournir un témoignage complet et véridique sur le rôle joué par Julia O'Malley, l'inspecteur Carl Mercer et le chef Alan Mercer dans l'obstruction de cette enquête. Et juste comme ça, les vannes se sont ouvertes. Brent a commencé à déballer des secrets comme une fille ivre lors d'une soirée pyjama. Sauf qu'au lieu de ragots sur qui a embrassé qui derrière le gymnase, c'était un témoignage détaillé expliquant comment les frères Mercer couvraient des agresseurs depuis des années. Il a raconté à la cour les paiements en espèces, les appels téléphoniques lui disant de ne pas s'inquiéter parce que Carl gérait ça, et la façon dont Julia l'avait briefé sur ce qu'il devait dire si quelqu'un posait des questions sur les blessures de Lily. La meilleure partie est par meilleure, je veux dire celle qui m'a donné envie de traverser cette salle pour lui serrer la main avant de lui défoncer le visage fut lorsqu'il a décrit le fonctionnement du système. Des citoyens inquiets appelaient la police au sujet de blessures suspectes ou du comportement étrange des enfants du quartier. L'inspecteur Carl Mercer prenait ces appels, rédigeait des rapports ayant l'air officiels, puis s'assurait que ces rapports disparaissent dans l'équivalent bureaucratique d'un trou noir. Pendant ce temps, le chef Alan Mercer gérait toute enquête fédérale en invoquant la compétence locale et en promettant des enquêtes approfondies qui n'avaient jamais lieu. C'était un système magnifique, vraiment, à condition d'être le genre de sociopathe qui pensait que protéger des abuseurs d'enfants était une utilisation légitime de l'argent des contribuables et de l'autorité policière. L'inspecteur Carl Mercer a plié juste après, car apparemment, voir votre co-conspirateur vous jeter sous le bus vous fait reconsidérer votre propre loyauté envers la cause. Son audience de plaider coupable fut encore plus pathétique que celle de Brent. Surtout parce qu'il a passé tout son temps à essayer de convaincre la juge Monroe qu'il était vraiment un bon flic ayant juste pris de mauvaises décisions, ce qui équivaut à dire que Jeffrey Dahmer était vraiment un bon voisin qui avait juste des préférences alimentaires inhabituelles. Votre honneur, a dit l'inspecteur Mercer, la voix craquant comme celle d'un garçon de 13 ans invitant quelqu'un au bal de promo. Je veux assumer la responsabilité de mes actes et réparer le tort que j'ai causé à la communauté et aux enfants que j'avais juré de protéger. La juge Monroe l'a regardé comme si elle calculait quelle dose de conneries elle était prête à tolérer dans son tribunal un mardi donné. Inspecteur Mercer, a-t-elle dit. Vous avez prêté serment de servir et de protéger les citoyens de cette communauté. Au lieu de cela, vous avez utilisé votre insigne et votre autorité pour protéger les agresseurs d'enfants des conséquences de leurs actes. À quoi pensez-vous exactement que réparer les torts ressemble dans une situation comme celle-ci? Carl Mercer n'avait pas de réponse à ça. Probablement parce qu'il n'y a pas de bonne réponse quand on a passé des années à dire au personnel hospitalier d'abandonner des cas de maltraitance infantile parce qu'ils étaient gênants pour les ambitions politiques de sa famille. Mais le vrai spectacle fut le chef Alan Mercer, qui essaya de conserver sa dignité jusqu'au moment où les affaires internes diffusèrent un enregistrement de lui en train d'expliquer à un autre officier comment passer des rapports au statut archivé sans réellement enquêter dessus. L'enregistrement datait d'il y a 2 ans, capturé pendant ce que le chef pensait être une conversation privée dans son bureau sur la façon de gérer les cas sensibles impliquant des membres éminents de la communauté. Écoute, la voix du chef Mercer résonnait dans les haut-parleurs du tribunal comme la voix de la corruption en personne. Parfois, tu dois comprendre qu'être un bon flic, c'est savoir quelles affaires méritent toute ton attention et lesquelles il vaut mieux laisser tranquilles. On n'est pas des travailleurs sociaux. On est des agents des forces de l'ordre. Et notre boulot est de maintenir l'ordre dans la communauté. L'autre voix sur l'enregistrement, identifiée par la suite comme étant l'inspecteur Mike Harrison, qui portait un micro pour le FBI depuis 6 mois, a demandé ce qui se passait quand les affaires impliquaient de véritables crimes contre les enfants. Les enfants sont résilients, a répondu la voix du chef. Ils s'en remettent. Mais les carrières et les réputations, c'est plus difficile à reconstruire. Tu dois voir la situation dans son ensemble. Quand la lecture de cet enregistrement s'est terminée, on aurait pu entendre une mouche voler dans la salle d'audience. La juge Monroe avait l'air personnellement offensée que quelqu'un lui ait fait perdre son temps avec un être humain aussi moralement en faillite.
Le jury avait l'air de venir d'assister à quelqu'un frappant un chiot tout en brûlant un drapeau américain. L'avocat du chef Mercey a fait un effort vaillant pour clamer que l'enregistrement avait été sorti de son contexte, mais il est plutôt difficile de fournir un contexte qui rende les enfants sont résilients et raisonnables lorsqu'on parle d'ignorer des affaires de maltraitance d'enfants. La dernière pièce du puzzle fut le témoignage de Priya de C concernant les réactions traumatiques de Lily et son rétablissement. Priya est montée à la barre, arborant son visage d'assistante sociale professionnelle, et a expliqué avec des termes que même le membre du jury le plus stupide pouvait comprendre. Ce que la maltraitance systématique fait exactement au cerveau en développement d'un enfant et pourquoi les blessures subies par Lily n'étaient absolument pas cohérentes avec des chutes accidentelles. Les enfants qui subissent des abus aux mains d'adultes de confiance développent des réactions traumatiques complexes, a expliqué Priya, la voix stable comme les mains d'un chirurgien. Ils apprennent à minimiser leur douleur, à accepter la responsabilité de leurs abus, et à croire que demander de l'aide ne fera qu'aggraver les choses. Lorsque les adultes censés les protéger, parents, beaux-parents, policiers conspirent au contraire pour les faire taire. Les dommages psychologiques peuvent être dévastateurs et durables. Elle a également témoigné de la raison pour laquelle les actions de l'infirmière Esha étaient si cruciales. Lorsque des professionnels de santé reconnaissent les abus et prennent les mesures appropriées pour les documenter et les signaler, ils envoient un message puissant à l'enfant, ta douleur compte, ta sécurité compte, et il y a des adultes dans le monde qui se battront pour toi. La juge Monroe approuvait de la tête comme si Priya expliquait des mathématiques de base à des enfants de maternelle. Lorsque la défense a tenté de la contre-interroger, Priya a fourni des réponses si professionnelles et si dévastatrices que les avocats ont pratiquement abandonné et se sont rassis. À la fin de la journée, tout le complot s'était effondré comme une maison construite sur des sables mouvants. 3 plaidoiries de culpabilité, un accord de coopération, et assez de preuves pour enterrer toute l'organisation Mercey si profondément qu'ils auraient besoin d'équipements archéologiques pour la trouver. La justice commençait à avoir plutôt bonne allure devant un tribunal fédéral. Vous savez ce qui est drôle à propos de la justice ? Elle ne sonne pas comme des trompettes et ne ressemble pas à un moment hollywoodien lorsqu'elle pointe enfin le bout de son nez. Elle résonne comme un marteau frappant du bois et donne l'impression d'expirer un air qu'on ne savait pas qu'on retenait depuis des mois. Le jour de la sentence est arrivé plus vite que quiconque ne l'avait prévu. Probablement parce que la juge Monroe avait vu assez de preuves pour condamner la moitié du gouvernement municipal et n'était pas d'humeur à laisser ce cirque s'éterniser plus longtemps que nécessaire. Le tribunal fédéral était à nouveau bondé, mais cette fois-ci, l'énergie était différente. Au lieu de l'anticipation nerveuse d'un procès, il y avait ce sentiment d'inévitabilité flottant dans l'air, comme la fumée d'un incendie domestique qui s'éteint enfin de lui-même. Les amis des Mercey à la mairie étaient notablement absents. Rien ne tue la loyauté politique plus vite que des condamnations fédérales et la perspective d'une culpabilité par association. Les rangées du fond étaient remplies de journalistes, de défenseurs des victimes et de personnes qui attendaient depuis des années de voir le racket de protection des Mercey recevoir ce qu'il méritait. J'étais assis sur le même siège au 3e rang que j'avais occupé pendant le procès, vêtu de mon uniforme de cérémonie car, parfois, il faut ressembler à la justice lorsque la justice est rendue. La colonel Stone était à mes côtés. Également en uniforme, représentant l'intérêt de l'armée à voir l'un des siens obtenir un procès équitable de la part du système judiciaire civil. Derrière nous se trouvait Raphaël Ortiz, calculant probablement quel prix de journalisme il allait remporter pour sa couverture de l'affaire, et Priya de C, qui avait l'air personnellement investi pour voir chaque agresseur d'enfants de la ville recevoir ce qu'il méritait. La juge Monroe a pris place à exactement 9 heures. Et la première chose qu'on remarquait, c'était son expression. Ce genre de professionnalisme glacial que prennent les juges lorsqu'ils sont sur le point de prononcer des peines qui vont détruire des vies. Elle avait passé 3 semaines à écouter des preuves sur la maltraitance systématique d'enfants et la corruption officielle. Et l'on pouvait voir à son langage corporel qu'elle avait fini d'être polie à ce sujet. Les accusés vont se lever, a-t-elle dit. Et regarder 4 adultes se lever pour entendre leur sort, c'était comme regarder des dominos s'aligner pour la dernière fois avant de tous tomber. Brent O'Malley a été le premier, parce qu'apparemment, le système judiciaire croit qu'il faut commencer par la personne qui a réellement posé ses mains sur ma fille. Son avocat, le même type en costume hors de prix qui transpirait à travers ses chemises depuis un mois, se tenait à côté de lui, ayant l'air d'assister à son propre enterrement. Brent avait perdu une dizaine de kilos depuis son arrestation, et sa coupe de cheveux chers ne pouvait cacher le fait que la détention fédérale ne vient pas avec un styliste personnel. Monsieur O'Malley, a dit la juge Monroe, consultant ses notes comme si elle lisait une liste de courses au lieu de détruire la vie d'un homme.
Vous avez plaidé coupable à plusieurs chefs d'accusation de maltraitance d'enfants au pénal, de complot visant à entraver la justice, et de subornation de témoins. Le tribunal a examiné votre accord de coopération avec le gouvernement, vos déclarations de remords, et les lettres de soutien de vos anciens employeurs et des membres de la communauté. Elle a fait une pause. Et je jure qu'on pouvait entendre tout le monde dans la salle retenir son souffle. Cependant, a-t-elle poursuivi, et ce mot est resté suspendu en l'air comme une épée de Damoclès, ce tribunal doit également prendre en compte la nature systématique de vos abus, la vulnérabilité de votre victime. Et le fait que vous ayez utilisé votre relation avec les forces de l'ordre pour garantir que vos crimes restent impunis. L'enquête présententielle révèle un schéma de violence croissante qui aurait pu continuer indéfiniment sans l'intervention des autorités fédérales. La peine est tombée comme un marteau, 15 ans de prison fédérale, 5 ans de liberté surveillée, inscription obligatoire au registre des délinquants sexuels et une ordonnance restrictive permanente interdisant tout contact avec Lily jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 18 ans. La salle d'audience a éclaté en murmures et en applaudissements dispersés que la juge Monroe a rapidement réduit au silence. Les jambes de Brent ont flanché et son avocat a dû le soutenir pendant que les US Marshals se préparaient à le raccompagner à sa cellule. Il a essayé de se retourner et de me regarder, espérant probablement un signe de pardon ou de miséricorde, mais j'étais trop occupé à étudier mes onglets et à penser que 15 ans n'étaient pas du tout assez long. L'inspecteur Karl Mercer a été le suivant, et regarder un vétéran des forces de l'ordre avec 20 ans de métier être condamné pour corruption, c'était comme regarder une masterclass sur comment ne pas être un flic. Karl avait essayé de se faire présentable pour la condamnation. Coupe fraîche, uniforme repassé, toute la performance du « je suis vraiment désolé et j'ai retenu la leçon que les avocats de la défense enseignent probablement en cours de première année. Inspecteur Mercer, a dit la juge Monroe, et sa voix avait pris ce ton suggérant qu'elle était personnellement offensée de devoir condamner un officier de police. Vous avez prêté serment de servir et de protéger les citoyens de cette communauté. Au lieu de cela, vous avez utilisé votre insigne et votre autorité pour faciliter la maltraitance d'enfants et entraver la justice. Les preuves montrent que vous avez reçu des paiements totalisant plus de $8 000 en échange de la dissimulation d'enquêtes sur la maltraitance d'enfants. La peine fut brutale, 12 ans de prison fédérale, 3 ans de liberté surveillée, confiscation de tous les droits à la pension et interdiction permanente d'occuper un emploi dans les forces de l'ordre. La femme de Karl a commencé à pleurer dans la tribune. Mais la juge Monroe n'était pas d'humeur à la sympathie. Le tribunal note que vos actions n'ont pas seulement nui à des enfants à titre individuel, a-t-elle poursuivi. Vous avez sapé la confiance du public envers les forces de l'ordre et trahi chaque policier honnête qui risque sa vie pour protéger les innocents. Cette trahison de la confiance publique est une circonstance aggravante que ce tribunal ne peut ignorer. L'avocat de Karl a essayé de plaider la clémence sur la base des années de service public de son client, mais la juge Monroe a coupé court à cela plus vite qu'un videur à l'heure de la fermeture. 20 ans d'expérience dans les forces de l'ordre aggravent les crimes de l'inspecteur Mercer, il ne les excuse pas, a-t-elle dit. Il savait exactement ce qu'il faisait. Il savait que c'était mal, et il l'a fait quand même parce qu'il pensait que son insigne le protégerait des conséquences. Mais le vrai spectacle fut le chef Alan Mercer, qui avait maintenu son attitude arrogante jusqu'au moment où il réalisa que les juges fédéraux se foutaient de la politique locale, des liens familiaux ou du nombre de tournois de golf de charité qu'il avait sponsorisés. Le chef a marché jusqu'à la table des accusés comme s'il se dirigeait vers sa propre exécution, ce qui, métaphoriquement parlant, était à peu près le cas. Chef Mercer, a dit la juge Monroe, et maintenant sa voix avait pris le ton de quelqu'un qui allait faire un exemple avec quelqu'un. Vous avez occupé le plus haut poste des forces de l'ordre de cette ville. On vous a confié la protection des membres les plus vulnérables de notre communauté. Au lieu de cela, vous avez transformé le département de police en une entreprise criminelle conçue pour protéger les abuseurs d'enfants des poursuites. Les preuves contre le chef étaient accablantes. Des conversations enregistrées sur la dissimulation de preuves, des relevés bancaires montrant des paiements vers des comptes offshore, et les témoignages d'une demi-douzaine d'officiers à qui on avait ordonné de faire disparaître des dossiers. Les charges aggravantes de la loi RICO signifiaient qu'il faisait face à des accusations fédérales de complot passibles de peines mesurées en décennies, pas en années. Le tribunal conclut que vous avez exploité un système et une pratique de corruption qui répondent à la définition fédérale du crime organisé, a poursuivi la juge Monroe. Vous avez utilisé votre position de chef de police pour entraver la justice, intimider des témoins et faciliter la maltraitance systématique des enfants. Ce tribunal a rarement rencontré un tel abandon total de la confiance publique.
La peine fut dévastatrice, 25 ans de prison fédérale, 10 ans de liberté surveillée, confiscation de tous les actifs liés à son entreprise criminelle, et radiation permanente de tout emploi public. Le visage du chef est devenu blanc comme un linge, et pour la première fois depuis son arrestation, il eut l'air de comprendre enfin que ses connexions ne pouvaient pas le sauver des conséquences fédérales. Mais Julia était celle que j'attendais de voir recevoir sa monnaie de sa pièce. Elle a essayé de s'habiller pour attirer la sympathie, portant une tenue conservatrice qui provenait probablement d'un catalogue Comment avoir l'air innocente à votre condamnation fédérale. Son avocat arguait depuis des mois qu'elle était vraiment une victime elle aussi, manipulée par son mari violent pour participer à des crimes qu'elle ne comprenait pas. La juge Monroe n'y a pas cru une seconde. Madame O'Malley, a-t-elle dit, lisant des notes qui contenaient probablement chaque texto que Julia avait jamais envoyé sur le fait de garder la maltraitance de Lily secrète. Les preuves montrent que vous n'étiez pas une victime passive dans ce complot. Vous avez activement participé à la maltraitance de votre fille, aidé votre mari sur la façon d'éviter d'être détecté, et conspiré avec les forces de l'ordre pour vous assurer que vos crimes restent impunis. Les textos ont de nouveau été lus à haute voix, et entendre les mots de Julia sur le fait d'apprendre à Lily à rester à sa place résonner dans cette salle d'audience, c'était comme entendre le mal prononcer son propre nom. La juge avait manifestement passé un temps considérable à examiner les preuves car elle a cité des messages spécifiques qui montraient que Julia n'était pas seulement complice. Elle était enthousiaste. Le tribunal est particulièrement troublé par votre déclaration selon laquelle votre fille survivra et peut-être qu'elle apprendra, a poursuivi la juge Monroe. Ce niveau d'insensibilité envers la souffrance d'un enfant suggère une absence totale d'instinct maternel et une incapacité fondamentale à protéger l'enfant que vous avez mis au monde. La peine de Julia fut de 15 ans de prison fédérale, 5 ans de liberté surveillée et la déchéance définitive de ses droits parentaux. Elle ne reverrait plus Lily avant que ma fille ne soit adulte, et même alors, seulement si Lily choisissait d'avoir des contacts avec elle. Le tribunal était silencieux alors que les US Marshals se préparaient à ramener Julia sous garde fédérale. Elle a finalement essayé de me regarder alors qu'il lui mettait les menottes, espérant probablement une intervention de dernière minute, un pardon, ou peut-être juste une reconnaissance du fait que nous avions été mariés et avions partagé une vie ensemble. Mais je regardais la juge Monroe, qui expliquait la procédure d'appel et les conditions de liberté surveillée fédérale. Car Julia avait cessé d'être mon problème à la minute où elle avait décidé que la douleur de ma fille était un prix acceptable pour son confort. L'audience de condamnation entière a duré moins de 3 heures. Mais voir 4 personnes écopées d'un total combiné de 67 ans de prison fédérale, c'était comme voir la justice faire son travail. Avance rapide. Le nom de la famille Mercer, qui avait été une source de pouvoir politique dans cette ville pendant 2 générations, était désormais définitivement associé à la maltraitance d'enfants et à la corruption. Le département de police qu'ils avaient contrôlé faisait l'objet d'une enquête par les autorités fédérales, qui se moquaient bien des traditions locales ou des héritages familiaux. À l'extérieur du palais de justice, le cirque médiatique attendait avec ses caméras, ses microphones et ses questions conçues pour obtenir des extraits pour le journal du soir. Ils voulaient savoir ce que je pensais des peines, si je trouvais que justice avait été rendue, ce que je prévoyais de faire ensuite. J'ai marché devant eux sans dire un mot, car il ne s'agissait pas de faire des déclarations ou d'obtenir mes 15 minutes de gloire. Il s'agissait de ma fille dormant en sécurité dans son lit d'hôpital, sachant que les personnes qui l'avaient blessée ne lui feraient plus jamais de mal. La colonelle Stone m'a rattrapé sur les marches du palais de justice et elle avait cette expression que j'avais déjà vue. Le regard que prennent les officiers de carrière lorsqu'ils ont vu la justice fonctionner comme elle est censée le faire. « Tu n'as pas raté ta cible », a-t-elle dit en me serrant l'épaule une fois. Pour la première fois depuis cet appel en Irak, je me suis enfin senti respirer. La guerre était finie, et nous avions gagné. Vous savez à quoi ressemble le vrai calme? Ce n'est pas l'absence de bruit. Ça, c'est juste le silence. Et le silence peut être rempli de toutes sortes de tensions cachées et de peurs inexprimées. Le vrai calme, c'est quand le bruit dangereux s'arrête. Quand les machines qui bipaient des avertissements se calment enfin sur des rythmes constants. Quand votre téléphone ne bourdonne pas d'appels de journalistes, d'avocats ou d'agents fédéraux ayant besoin d'une déclaration de plus pour leur dossier. Le vrai calme, c'est le son de la sécurité. Et pour la première fois depuis des mois, c'est ce qui remplissait la maison que j'avais louée à 6 pâtés de maison de l'hôpital Saint-Gabriel. Ce n'était pas grand-chose à regarder. Une maison de plain-pied avec 3 chambres qui n'avait probablement pas été rénovée depuis l'administration Carter.
Avec une moquette qui avait connu de meilleures décennies et des appareils de cuisine qui semblaient avoir été installés à l'époque où le disco était encore une forme légitime de musique. Mais elle avait quelque chose qui comptait plus que des plans de travail en granit ou des réfrigérateurs en acier inoxydable. Elle avait un système de sécurité à faire pâlir d'envie Fort Knox. Des peines dormant capables d'arrêter un rhinocéros déterminé. Et plus important encore, c'était un endroit où Lily pouvait dormir sans se demander si quelqu'un allait lui faire du mal. Le matin suivant la condamnation, j'étais debout à 5h30 par habitude, préparant du thé dans une cuisine qui sentait la peinture fraîche et les nouveaux départs plutôt que l'antiseptique d'hôpital et les mauvaises décisions des autres. Le journal local était étalé sur la table de la cuisine, présentant en première page un article sur les condamnations des Mercey, écrit par Raphaël avec le genre de satisfaction que les journalistes d'investigation obtiennent lorsqu'ils réussissent enfin le coup qu'ils poursuivent depuis des années. Le gros titre disait « Des condamnations fédérales mettent fin à des décennies de corruption ». Et le sous-titre était encore meilleur, 4 condamnations dans un complot de dissimulation de maltraitance d'enfants. Mais la meilleure partie était l'éditorial publié à côté de l'article de Raphaël, écrit par quelqu'un qui avait de toute évidence prêté attention à ce que cette affaire signifiait vraiment. Pendant trop longtemps, pouvait-on y lire. Notre communauté a permis à une culture du silence de protéger les puissants aux dépens des plus faibles. Les condamnations fédérales prononcées hier représentent plus qu'une justice pour une seule famille. Elles représentent une remise en question d'un système qui privilégiait la convenance politique à la sécurité des enfants. C'est là que j'ai entendu le son qui était devenu mon nouveau bruit préféré au monde. Les pieds de Lily traînant dans le couloir, se déplaçant à la vitesse d'une enfant qui vient de se réveiller et qui n'est pas tout à fait sûre de vouloir l'être. Elle est apparue dans l'embrasure de la porte de la cuisine, portant un pyjama avec des licornes. Ses cheveux dressés dans des directions défiant les lois de la physique et des joues qui avaient enfin commencé à paraître moins grises et plus d'un rose sain, comme c'était le cas avant que le monde n'essaie de la briser. « Bonjour, ma puce », ai-je dit, et elle a marché jusqu'à s'appuyer contre moi, comme le font les enfants quand ils ont besoin de recharger leur batterie en absorbant un peu d'énergie parentale. Elle sentait le shampoing pour bébé, les draps propres et ce parfum particulier qu'ont les enfants quand ils ont enfin cessé d'avoir peur tout le temps. « Papa » a-t-elle dit, la voix encore éraillée par le sommeil. « Tu es venu vite. » C'était la même chose qu'elle avait dite ce premier jour à l'hôpital. Et l'entendre à nouveau m'a frappé comme un coup de poing dans le plexus solaire. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement de l'appel téléphonique en Irak, du vol d'urgence ou de l'enquête fédérale qui avait transformé ces agresseurs en criminels condamnés. Il s'agissait de chaque promesse que je lui avais jamais faite. Chaque fois que je lui avais dit que papa viendrait toujours quand elle aurait besoin de lui. Chaque moment où elle s'était demandé si les gens qui devaient la protéger allaient vraiment être là quand ça compterait. Je viendrai toujours vite, lui ai-je dit. Et cette fois, je savais que c'était vrai d'une manière qui ne l'avait pas été auparavant. Non pas parce que je l'avais prouvé une fois, mais parce que j'avais appris la différence entre être un papa qui s'inquiète, et être un papa prêt à faire la guerre à quiconque menacerait son enfant. Elle m'a regardé avec ces yeux sérieux qu'ont les enfants de 8 ans lorsqu'ils essaient de traiter des choses qui sont trop grandes pour que leur cerveau les comprenne complètement. « Est-ce que les mauvaises personnes sont vraiment parties ?» a-t-elle demandé. Maintenant, voici le truc quand on parle à des enfants qui ont vécu un traumatisme. Vous ne pouvez pas leur donner des réponses de contes de fées, mais vous ne pouvez pas non plus déverser toute la laide vérité sur eux comme s'ils étaient des adultes miniatures capables de gérer la faillite totale de la justice. Vous devez trouver ce juste milieu entre honnêteté et espoir, entre protéger leur innocence et leur donner suffisamment d'informations pour qu'ils se sentent en sécurité. Les mauvaises personnes sont en prison, ai-je dit, m'asseyant à la table de la cuisine pour qu'on puisse avoir cette conversation à hauteur de ses yeux. Brent va être en prison pendant 15 ans. Ta mère va être en prison pendant 15 ans. L'inspecteur Mercey va être en prison pendant 12 ans. Et le chef Mercey va être en prison pendant 25 ans. Lily a traité cette information avec le sérieux d'un juge de la Cour suprême examinant un amendement constitutionnel. C'est très très long, a-t-elle dit. Oui, ça l'est, ai-je convenu. D'ici à ce que l'un d'eux sorte de prison, tu seras toute grande. Tu auras probablement un travail et peut-être des enfants à toi. Et ce seront de vieilles personnes qui ne pourront plus faire de mal à personne. Mais elle avait plus de questions, parce que les enfants en ont toujours quand ils essaient de donner un sens à un monde qui n'en a pas, pourquoi personne ne m'a cru avant? C'était la question difficile. Celle qui allait au cœur de tout ce qui avait foiré dans le système censé la protéger.
Comment expliquez-vous à une enfant de 8 ans que les adultes se soucient parfois plus de protéger leur réputation que de protéger les enfants? Comment dites-vous à un enfant que des insignes, des uniformes et des postes d'autorité ne rendent pas automatiquement quelqu'un digne de confiance? Certaines personnes t'ont cru, ai-je dit prudemment. L'infirmière Esha t'a cru. C'est pour ça qu'elle a pris des photos et m'a appelé. Priya t'a cru. C'est la dame qui est venue te parler à l'hôpital. L'agent Shaw t'a cru. La colonel Stone t'a cru. Raphaël t'a cru. Toutes les bonnes personnes t'ont cru. Mais la police ne m'a pas cru. Les mauvais policiers ne t'ont pas cru parce qu'ils étaient amis avec Brent et ta mère, ai-je dit. Ils s'inquiétaient plus de protéger leurs amis que de te protéger. Mais il y a aussi de bons policiers. Les agents fédéraux qui ont arrêté les mauvaises personnes étaient des policiers. La différence, c'est que les bons policiers se soucient plus de protéger les enfants que de protéger les mauvais adultes. Lily a hoché la tête, comme si cela faisait sens pour elle, ce qui fut un soulagement car je n'étais pas tout à fait sûr de bien l'expliquer. Les enfants ont besoin que le monde ait un sens, même quand ce monde est manifestement insensé. Est-ce que tu devras retourner à la guerre, a-t-elle demandé. Et cette question m'a frappé plus durement que toutes les autres, car elle touchait au cœur de ce que toute cette expérience m'avait appris sur les priorités, les choix, et ce que signifie réellement servir et protéger. Non, ai-je dit, et le dire à voix haute m'a semblé être une promesse que je nous faisais à tous les deux. J'en ai fini avec cette guerre. Mon travail maintenant, c'est de m'occuper de toi. La vérité était plus complexe. Bien sûr, il me restait encore quelques mois de contrat d'engagement, mais la colonel Stone avait déjà lancé la paperasse pour une libération pour raisons familiales qui me permettrait de faire la transition vers la vie civile sans le cauchemar bureaucratique habituel. L'armée comprend que les soldats ayant des enfants victimes ont besoin d'être présents pour le processus de guérison. Et il ne vous oblige pas à choisir entre servir votre pays et servir votre famille lorsque votre famille a le plus besoin de vous. Mais il y avait une autre vérité à laquelle je m'habituais encore. J'en avais fini d'être le gars qui tentait de sauver le monde un village à la fois pendant que mon propre enfant se faisait du mal en mon absence. J'en avais fini avec les déploiements, les missions à l'étranger et le fait de rater les matins de Noël parce qu'un général pensait que mes compétences particulières étaient nécessaires dans n'importe quel bac à sable qu'on essayait alors de démocratiser. Ma guerre était ici maintenant, et elle allait se livrer dans les rendez-vous de thérapie pédiatrique, les réunions du conseil scolaire, et sur tous les autres champs de bataille où les parents se battent pour l'avenir de leurs enfants. Cet après-midi-là, j'ai commencé à passer les appels que je m'étais promis de faire. Pas à des avocats, des agents fédéraux ou des journalistes, mais aux personnes qui avaient rendu possible que la justice fonctionne réellement comme elle le devait. Le premier appel a été pour l'infirmière Esha, qui était de retour à Saint-Gabriel, faisant ce qu'elle avait toujours fait, défendre des enfants qui ne pouvaient pas se défendre eux-mêmes. Quand je l'ai remerciée d'avoir sauvé la vie de ma fille, elle a dit quelque chose dont je me souviendrai probablement pour le reste de ma vie. Chaque enfant mérite d'avoir quelqu'un qui le croit. Je suis juste heureuse que Lily ait eu autant de quelqu'un quand ça comptait. Le deuxième appel est allé à Raphaël, qui travaillait déjà sur un article de suivi concernant la réforme systématique du département de police de la ville et la supervision fédérale qui allait s'assurer que le racket de corruption de la famille Mercer reste mort et enterré. Il m'a dit que 3 autres familles s'étaient déjà manifestées avec des histoires similaires, et que le FBI ouvrait des enquêtes sur toutes les affaires que l'inspecteur Karl Mercer avait jamais touchées. Le troisième appel fut pour Priya, qui était devenue l'assistante sociale assignée par le tribunal pour Lily, et qui m'aidait à naviguer dans le monde de la thérapie pour les traumatismes pédiatriques, des services de soutien éducatif, et de tous les autres systèmes qui existent pour aider les enfants à se remettre de choses qui n'auraient jamais dû leur arriver en premier lieu. Elle m'a dit que Lily faisait preuve d'une résilience remarquable pour une enfant qui avait subi des abus systématiques, et qu'avoir un parent prêt à se battre pour elle était le facteur le plus important dans son rétablissement. Le quatrième appel a été pour l'agent Shaw, qui travaillait toujours sur des affaires de corruption officielle et d'exploitation infantile, probablement parce qu'elle comprenait que la famille Mercer n'était qu'un exemple d'un problème qui existait dans des communautés de toute l'Amérique. Elle m'a dit que le précédent créé par l'affaire de Lily était déjà utilisé pour enquêter sur des corruptions similaires dans d'autres juridictions. Et que les procureurs fédéraux adoptaient une approche beaucoup plus agressive pour les affaires impliquant une obstruction des enquêtes sur la maltraitance des enfants par les forces de l'ordre. Le cinquième appel fut pour le major Rod, qui traitait mes documents de libération et m'aidait à faire la transition de la vie active à la vie civile, avec tous les avantages et services de soutien que les vétérans sont censés recevoir mais n'obtiennent pas toujours.
il m'a dit que mon dossier militaire mentionnerait ma coopération fédérale ayant mené à de multiples condamnations, et que l'armée était fière d'avoir des soldats comprenant que le devoir signifie parfois protéger sa famille plutôt que de servir à l'étranger. Le 6e et dernier appel est allé à la colonel Stone, qui était devenue quelque chose entre un mentor et un ange gardien pendant toute l'enquête fédérale. Elle m'a dit quelque chose que je suis encore en train de digérer, vous n'avez pas seulement sauvé votre fille. Vous avez probablement sauvé des dizaines d'autres enfants qui auraient été victimes de ce système s'il avait été autorisé à continuer de fonctionner. Cette nuit-là, après le dîner, les devoirs et ce genre de routine du soir normal qui me semblait autrefois ennuyeuse mais qui ressemblait maintenant à un miracle, je me suis assis près du lit de Lily pendant qu'elle s'endormait. Les machines qui surveillaient ses constantes à l'hôpital avaient disparu, remplacées par une veilleuse projetant des étoiles au plafond et un éléphant en peluche qu'elle avait appelé Monsieur Cacahuète, pour des raisons tout à fait logiques pour une enfant de 8 ans. « Papa » a-t-elle dit juste avant que le sommeil ne l'emporte. « Oui, ma puce. Merci d'avoir fait partir les mauvaises personnes. » Je suis resté là, dans le noir, écoutant sa respiration se poser dans le rythme profond et régulier d'une enfant qui n'avait plus peur, et j'ai pensé aux promesses, à la justice, et à la différence entre la vengeance et la responsabilité. La vengeance aurait été de débarquer avec un flingue et de régler les comptes comme les soldats sont entraînés à le faire. La justice, c'était ce que nous avions réellement accompli. Un démantèlement systématique de la corruption qui protégerait non seulement Lily, mais aussi chaque autre enfant de cette ville méritant de grandir en sécurité. La vengeance aurait été douce pendant environ 5 minutes, jusqu'à ce que les conséquences s'abattent sur moi et que je finisse en prison pendant que Lily atterrirait en famille d'accueil. La justice était stable et permanente, et construite pour durer plus longtemps que les personnes qui avaient essayé de la briser. Et ma fille n'était plus une victime. Elle était une survivante, un témoin, une enfant qui avait aidé à faire tomber un réseau de corruption fonctionnant depuis des décennies. Elle était libre. Libre de la peur. Libre des personnes qui l'avaient blessée. Libre d'être une enfant normale de 8 ans qui se souciait de ses devoirs de maths et de savoir si ses amis allaient aimer sa nouvelle coupe de cheveux, au lieu de se demander si les adultes censés la protéger allaient la blesser à la place. J'avais tenu ma promesse. J'étais venu vite. J'avais combattu avec force. Et j'avais gagné. Et pour la première fois depuis ce coup de téléphone en Irak, je me suis enfin laissé respirer. Le père de ma femme, le PDG, m'a présenté à ces riches investisseurs d'un ton moqueur. Voici Thomas. Il travaille dans un petit bureau à faire des tableaux Excel. Il ne sera jamais quelqu'un d'important. Tout le monde a ri. Pas moi. Ce matin, il est venu pour essayer de se réconcilier. Ce qu'il a trouvé, c'est mon bureau vide et un mot à l'accueil. Vous connaissez ce sentiment quand vous entrez dans une pièce et que vous réalisez immédiatement que vous êtes le divertissement de la soirée? Ouais, c'était moi entrant dans la salle à manger de Gregory Lawson comme un agneau qu'on mène à l'abattoir. Sauf que l'agneau portait un costume JC Penney et n'avait absolument aucune idée de ce qui l'attendait. Le père de ma femme, Gregory Lawson, était le genre d'homme qui collectionnait les montres de luxe comme certaines personnes collectionnent les capsules de bouteilles, sauf que son passe-temps coûtait dans les 7 chiffres et qu'il avait un ego de la taille du Texas. En tant que PDG de Lawson Holdings, une entreprise qui faisait apparemment quelque chose d'important avec de l'argent et gagnait encore plus d'argent en le faisant, son existence entière tournait autour des salles de réunion en acajou. Des country clubs où les frais d'adhésion pouvaient acheter une maison décente, et de ces dîners exclusifs où des hommes mûrs s'asseyaient pour comparer la taille de leur portefeuille d'investissement comme des adolescents se vantant de leur dernière conquête. Quand il m'a invité à l'un de ces dîners, je savais très bien que ce n'était pas vraiment une invitation. On ne vous invite pas dans le cercle intime de Gregory Lawson. Vous y êtes convoqué pour une inspection. C'était comme être convoqué dans le bureau du directeur, sauf que le directeur portait des costumes à $1000 et avait le pouvoir de vous rendre la vie misérable à chaque réunion de famille pour le reste de l'éternité. Toute l'organisation hurlait à la fois l'argent des vieilles fortunes et la nouvelle arrogance. Des verres en cristal qui coûtaient probablement plus cher que mon loyer mensuel, de l'argenterie qui avait l'air de devoir être exposée dans un musée, et des serviettes en tissu si immaculées que j'avais peur de les utiliser. La salle à manger en elle-même était un de ces espaces qui murmuraient « Vous n'avez pas votre place ici », dans chaque surface étincelante et chaque œuvre d'art parfaitement positionnée, dont j'étais presque sûr qu'elle valait plus que ma voiture. Les investisseurs étaient exactement ce à quoi vous vous attendriez pour le cercle de Gregory, des hommes qui mesuraient la valeur humaine en actifs et en stock options. Des gars qui auraient probablement fait tatouer leur valeur nette sur leur front si ce n'était pas si vulgaire.
Ils portaient leur succès comme une armure, lâchant des noms de sociétés qu'ils possédaient et de contrats qu'ils avaient conclus avec l'air désinvolte de personnes discutant de la météo. Ce n'étaient pas juste des types riches. C'était le genre de type riche qui faisait en sorte que les autres types riches se sentent pauvres. J'ai fait de mon mieux pour rester silencieux, me fondant dans le papier peint de luxe comme une sorte de caméléon financier. Ma stratégie était simple. Sourire quand c'était approprié. Hocher la tête d'un air pensif quand il parlait des tendances du marché que je comprenais à peine. Et prier n'importe quelle divinité protégeant les gendres de la classe moyenne pour que je puisse passer la soirée sans dire quelque chose qui finirait comme une anecdote à la prochaine fête de Noël. Mais Grégory avait d'autres plans. Bien sûr qu'il en avait. La conversation avait coulé aussi doucement que le vin, un cru français sans doute plus vieux que ma dernière promotion, quand soudain ce vieux salaud s'est levé. Il avait ce regard dans les yeux, le même que celui que j'avais vu lors des barbecues familiaux.